tu sais quoi, je vais te parler de moi. Comme ça va être... Voilà. Comme ça, parce que j'ai besoin de parler de moi, J'en étais sûr qu'en fait, cette question... Il y a 1000 projets qui sortent tous les vendredis sur les plateformes. Je t'aime, en fait. Voilà, donc ce podcast, c'est un peu une déclaration d'amour aussi que je te fais. Merci. Dès que je peux voir que... tiens, il y a que 2 rendez-vous aujourd'hui. Ah ouais? Tu vois, pour moi, c'est le vertige. C'est quoi ton rapport au travail? Est-ce que tu dirais que tu travailles beaucoup? Salut, c'est Julia Layani, bienvenue dans Conversation avant la fin du monde. Le concept du podcast est toujours le même, c'est la fin du monde, donc j'invite les gens qui font le monde de demain. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter l'invité qui arrive? Eddie De Pretto. Il sort la réédition de son album Crash Cœur, tout le monde le connaît, tout le monde l'adore, c'est mon frérot, ça a été le premier à me faire confiance sur le projet Coming Out sur Spotify. On l'aime, il arrive dans 2 secondes, c'est parti. Coucou Eddie. Hello Julia. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Alors, ça va très bien. Pourquoi? Parce que je suis ravie de te recevoir. Je crois que c'est la 3e fois que je te fais une interview. Je crois que la première fois, c'était sur Fresh. 2e fois, Coming Out. C'était un moment de ouf. Ouais. Et la 3e fois, à domicile, chez moi, je suis ravie. Ouais, ça m'avait grave marqué. On était à la brasserie Barbès. Exact. Ouais. Mais oui. Au dernier étage. Et je me rappelle de cette... c'était un tout début des podcasts un peu. C'était pas très courant qu'on nous demandait de faire des podcasts. Ouais. Donc c'était vraiment pour nous un premier essai et franchement c'était vraiment charmé. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs je crois que tu étais même le premier à avoir accepté de participer à Coming Out. Pour ceux qui nous écoutent, Coming Out c'est un podcast que je faisais avec mon ex-associé Elise Goldfarb avec Spotify où des personnalités racontaient leur coming out. Et donc merci, je tiens à te remercier encore une fois d'avoir accepté, d'avoir été le premier à dire ok le projet n'existe pas mais banco je vous fais confiance. Et d'ailleurs après je trouvais ça génial le fait de raconter justement le coming out qui est souvent obligatoire, comment justement on peut tenter de décortiquer un peu tout ça dans notre société. C'est génial de le faire enfin il n'y avait pas de récit comme ça encore c'est ça ouais à l'époque. Tout à fait, à l'époque c'était en 2020 il y a bien longtemps. Ah oui. Bon alors là t'es là, tu vas sortir bientôt ta réédition de ton 3e album. Exactement. Crash Cœur. Ouais. Bon moi je te connais un petit peu dans la vie effectivement mais j'adore ta musique depuis toujours, tu m'accompagnes dans la vie, enfin je t'aime en fait. Voilà, donc ce podcast c'est un peu une déclaration d'amour aussi que je te fais. Merci. Donc Crash Cœur, réédition, c'est quoi une réédition en fait? Oh, réédition, c'est l'envie de... tu sais, une réédition. On dirait que ça fait 14 ans que je fais ça, je suis un peu grisé. Attends, t'as combien de temps de carrière là? Bientôt 10 ans. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok. Donc une réédition, ça sert à quoi? C'est quoi? Une réédition, c'est en fait l'idée de... En fait, l'idée, c'est que je repartais en tournée. Là, je repars en Zénith. Il y a 20 Zénith plus un Arena, un Accor Arena. C'est un délire. Donc, du coup, j'avais envie un peu de, juste avant de repartir, d'offrir un peu des chansons que j'avais écrites pendant la création de cet album. Et je me suis dit... De toute façon, elles sont là, je vais jamais les sortir dans un autre album parce qu'elles racontent véritablement une époque, un moment. J'aime bien voir les albums comme des tatous, tu vois, on tatoue un truc, ça bouge pas et en fait c'est un moment, un check-up de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Et donc ces chansons, elles ont été écrites dans cette vague-là. Et donc c'est soit je les jette, soit vas-y je fais profiter un peu tout le monde, tu vois, c'est un peu un cadeau, genre un petit bonus, tu vois. Énorme. Justement, en fait, j'ai envie que dans ce podcast, tu nous racontes ton processus de création et comment tu crées, comment tu travailles en fait. Parce que les artistes, évidemment, ils ont chacun leur processus, leur truc. Donc, je veux pour cette génération qui est un peu perdue en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, etc. J'ai envie qu'on parle de travail en fait, tout simplement, mais de manière vraiment détente, hein, c'est-à-dire tranquille quoi. Okay. Donc, en fait, t'as une manière bien à toi de bosser. C'est quoi ton rapport au travail? Est-ce que tu dirais que tu travailles beaucoup? C'est drôle, c'est la question que j'ai posée à mon copain il y a pas très longtemps. Oh. Ouais. Ok. Je lui ai dit... Parfois, tu sais, j'ai des fulgurances comme ça chez moi, des zones un peu grises où je lâche complètement le réel et je suis un grand rêveur, donc je déconnecte très facilement dans ma vie au quotidien. Ok. Et je réfléchis 2 secondes comme ça et je lui dis attends, tu penses toi que je suis un bosseur ou pas? Ah ouais, ok d'accord. Ouais. Pour avoir un peu le recul. Parce que
Je sais pas, ça se comparait beaucoup à beaucoup de monde et je connais des grands bosseurs et je connais des gros branleurs. Donc autour de moi, il y a les deux. Donc je dirais que je ne suis pas un gros branleur parce que quand je vois les gros branleurs, je me dis waouh, ça flyose de fou et ça c'est vraiment pas moi. Je suis pas du tout un gars qui fly. Je suis laissé les pieds sur terre, assez déterminé, avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'exigences et je crois que je me laisse très peu passer de choses. Donc je pense que vu que mon exigence est là, j'ai peur énormément d'être déçu de moi à tous les moments. Donc j'essaie de me donner le maximum à tous les endroits. Donc les interviews, que ça soit la création, que ça soit la scène, ma partie préférée, tous les endroits de mon métier, j'essaie en tout cas moi de faire au mieux. Après voilà. J'allais dire on est humain. Ouais, c'est ça. Donc tu dirais que t'es plus discipliné que branleur en fait. Discipline, ouais, je pense que... En tout cas, moi, ce qui me donne le gros coup de fouet pour avancer, c'est la deadline, mes ambitions qui sont énormes. Et dès que potentiellement je peux penser que, genre, j'ai rien foutu pendant quelques jours ou une semaine, tu vois. Je suis pas trop vacances, ça me fait très vite chier les vacances, tu vois. Le farniente sur la plage avec un cocktail dégoûtant, ça reste pas très longtemps chez moi. La saveur. Une fois que t'as fait ça 2 jours, après il faut, tu vois, j'ai envie. Tu culpabilises vite? Très vite. Ah ouais. Très vite. Ouais, donc t'as un rapport assez proche au travail, donc et à ton ambition. Constant, ouais. Et tu dirais que t'es ambitieux? Très. Ouais. Très. Et c'est quoi l'ambition pour toi? Je pense que c'est d'avoir des choses qui te dépassent totalement, qui sont peut-être même irréalisables et qui te donnent un moteur constant dans ta vie. Et je crois que moi, ça m'a alimenté depuis tout petit. Et c'est drôle parce que ma mère m'a toujours dit, même très jeune, elle me disait... ce qui est agaçant chez toi, Eddie, c'est qu'on ne peut pas t'aider, on peut rien te dire, on peut rien te conseiller. C'est comme tu veux, où tu veux, et tu fais ce que tu voudras. Enfin, t'es déterminé, quoi. Et je crois que ça m'a un peu guidé. Et je crois que ça fait partie de mon tempérament naturel, tu vois. C'est vraiment l'envie, la niaque, la flamme intense en soi qui m'a toujours guidé et je lui ai fait confiance. Ah oui, donc dès petit, t'avais de très grands rêves. Tu voulais faire de la musique déjà? Je voulais faire de la musique très très vite, du théâtre aussi. C'était plutôt pour moi la scène à la base parce que j'adorais me mettre en scène très vite. Dès que la musique est passée chez moi, je prenais une télécommande et je mimais un peu les chanteuses à la place des chanteuses. Et donc, dès que j'ai senti que j'aimais faire ça, j'ai convoqué mes parents très vite dans mon salon, exactement comme ici, tu vois, avec mes darons allongés. C'est vraiment ça, genre. Ouais, c'est ça. J'adore. Mes darons ici et moi vraiment, j'avais pas tout ce matériel, mais j'étais en mode lumière, son à fond, micro. J'avais même organisé des coulisses avec un petit canapé, fauteuil pour me cacher derrière. Ouais, très stylé. Et c'était le samedi soir le spectacle, quoi. Fallait pas le rater, quoi. Ok. Et tu dirais qu'aujourd'hui, t'as un peu dépassé les rêves que tu avais quand tu étais enfant ou vraiment quand t'étais gosse, tu te rêvais peut-être même en pop star ultime. D'ailleurs, t'es sur la route de devenir ça, hein, vraiment. Donc. Je suis déjà. Bah oui, non mais vraiment. Non mais ce que je veux dire, c'est que... Je t'ai vu plusieurs fois sur scène et ça a toujours été une grosse claque. Ouais, alors après, oui, je pense que mes ambitions, elles sont toujours très hautes, les plus hautes possibles et le point de ralliement, c'est l'équilibre entre ce qui est vivable, la réalité de la vie, c'est-à-dire ce que tu arrives à réaliser véritablement au quotidien et tes rêves. Je pense qu'il y a un endroit, un juste milieu à trouver pour que ta santé mentale elle puisse respirer à un moment donné. Donc moi j'avais des grandes ambitions, j'ai toujours de grands rêves qui sont peut-être inatteignables. J'en ai coché beaucoup quand même déjà, de faire un Accor Arena là dans quelques temps, pour moi c'était un rêve d'enfant. Donc mais il faut vivre au quotidien avec le fait on n'a pas tout réalisé encore ou peut-être qu'on va jamais le réaliser, mais quand bien même il faut se satisfaire. C'est un peu mon mot en ce moment. Ah ouais. Jamais assez. Moi j'ai toujours ce truc un peu de jamais satisfait, éternel insatisfait. Donc comment un peu se retrouver là-dedans pour un peu souffler aussi et pour savoir kiffer aussi ce qu'on est en train de vivre, tu vois. Mais carrément. Et tu parles de santé mentale. Elle est comment ta santé mentale en ce moment? Bah écoute, comme quelqu'un qui a besoin de l'écrire pour
par passion, donc elle est haut, bas, up et down. Elle est vraiment tumultueuse, mais je crois que ça fait partie de moi aussi, tu vois. Je me dis, si j'avais pas mes hauts et mes bas constamment, je pense que je me ferais chier et j'aurais pas autant de matière pour écrire. De ouf. C'est important de le dire, ça, je trouve, parce que même moi, personnellement, tu vois, quand on est en santé mentale basse, on va dire, on n'est pas bien, quoi. Donc, on n'a pas le recul pour se dire qu'en fait, c'est normal de passer par des hauts et des bas. Alors, les bas ne doivent pas être trop bas et les hauts ne doivent pas être trop hauts. Mais en tout cas, c'est des moments où on a peu de recul pour se le dire. Mais je trouve c'est intéressant de le dire, en tout cas aux jeunes de notre âge, qui sont dans des projets ou des trucs comme ça. Et oui, en fait, parfois, on n'est pas bien, c'est normal. C'est normal. Mais c'est vrai que c'est dur à accepter parfois parce que la vie suit son cours, c'est pas véritablement le bon moment, c'est jamais vraiment le bon moment. Il y a des moments où la confiance en soi peut tomber et alors que t'as plein de choses à faire ou à réaliser à ce moment-là. Ouais, c'est jamais égal et je crois que c'est vrai, c'est un travail, mais moi, je suis en plein dedans. Hein, accepter c'est son côté sombre, c'est quelque chose qui est encore assez difficile, quoi. Et toi, tu as besoin de l'écrire, c'est ce que tu dis, pour accepter un peu tout ce que tu vis et la vie en général. J'essaye au maximum de capitaliser. Oui, c'est ça. Dès que je me dis, oh putain, c'est une zone sombre, mon gars, vas-y, il faut en faire quelque chose. Bah justement, d'ailleurs, j'ai envie qu'on parle de l'écriture et de ton rapport à l'écriture et de comment tu écris. Donc, comment tu écris? Est-ce qu'il y a des moments où tu écris plus que d'autres? Quand est-ce que tu écris, en fait? Comment j'écris? Il n'y a pas trop de méthode fixe, c'est des choses qui bougent beaucoup. Par exemple, je peux me promener dans la rue et avoir quelque chose qui arrive subitement. Et donc à ce moment-là, j'écris quelque chose sur mon téléphone, une belle phrase, un thème, ou même une mélodie, donc je l'enregistre. Tu vois, il y a des choses qui arrivent comme ça un peu par magie. Et il y a parfois des choses qui sont, un peu plus concrètes, où je me mets devant mon piano et là, je me dis, ça c'est le moment où je vais offrir, où faut que je m'offre justement cette zone où je peux... tenter d'écrire, rater, chercher des choses comme un laboratoire un peu. Okay. Mais il n'y a pas vraiment de bonne méthode, tu vois. J'essaye surtout de suivre une vibe, un feeling, quelque chose qui va me connecter. Le plus important, c'est d'être connecté, je crois, quand on écrit. Et c'est pas tout le temps qu'on est connecté à avoir des choses à raconter de la bonne manière, quoi. Et selon les albums, les méthodes, enfin, chacun a sa méthode, hein, et tu dis que t'en as pas, mais je veux dire, la manière dont tu as écrit tes différents albums, elles étaient différentes selon les albums, justement. Est-ce que là, sur Crash Coeur, tu l'as écrit différemment que les autres? Ouais, il y a des albums où je me laisse plus porter par la mélodie, par la vibe, le feeling, par des pianos, et il y a des fois où je me laisse d'autres chansons où je me laisse ou d'autres albums même où je me laisse carrément porter par juste le texte, tu vois, où c'est très important. Par exemple, Crash Coeur, ça a été un album qui a été porté beaucoup plus par la mélodie pour moi, où je me suis beaucoup plus j'ai été plus en écriture automatique en fonction de la mélodie et de l'énergie de la chanson. Là où le premier et le deuxième album c'était plus vers le texte, et je pense que quatrième album je repartirai sur quelque chose de beaucoup plus auteur texte d'abord. Parce que je crois que c'est ma connexion initiale, elle se fait par le texte, quoi. C'est tout bête, hier soir j'étais en train de travailler et tout bêtement je lisais un scénario et tout de suite très très vite des mots me sont arrivés et ça m'a tout coupé, tu vois, et je crois que c'est le mot, moi, qui me fait vibrer, c'est le sens et c'est la façon de raconter les histoires de se raconter qui me touche particulièrement. Et justement, tu disais hier j'étais en train de travailler, ça veut dire quoi exactement quand tu dis je travaillais? Est-ce que là tu disais que tu lisais un scénario, mais est-ce que c'est aussi prendre des cours de chant, d'écriture? Ouais, c'est à tous les niveaux. Prendre des cours de chant, lire un scénario pour potentiellement un prochain film, travailler sur les zéniths. D'accord. Ouais, c'est tout ça, quoi. Des rendez-vous pour la mise en scène de l'Accor Arena et des autres zéniths partout en France et en Belgique, en Suisse. Donc voilà, en fait, ce qui est assez agréable dans nos métiers et ce dont je me rends pas toujours compte, en tout cas je le relève pas assez à mon sens, c'est que c'est un métier où on peut avoir 1000 casquettes au quotidien et ça c'est chambé. Et t'apprends tout le temps. T'apprends tout le temps et puis en plus comme je suis
le moteur de tout ça. Il y a vraiment ce truc de porter encore plus aujourd'hui en tant qu'indépendant. Il y a encore plus ce truc de porter les équipes, de ramener l'enthousiasme qu'il faut pour défendre un projet. Parce que il y a 1000 projets qui sortent tous les vendredis sur les plateformes. Et donc pour ça, il faut être... il y a un certain enthousiasme, une certaine dynamique, une certaine agressivité même parfois. Au-delà de la musique, je parle. La musique doit être un bon contenu. Bien mais sûr. En plus, derrière, il y a tout un tas de choses à aller chercher. Oui, donc c'est ça, tu dis que t'as 1000 casquettes, que t'apprends énormément, mais là, ton rythme, il est complètement fou parce que tu prépares donc toute la tournée, t'es en promo, il y a la réédition, enfin, c'est quoi ce rythme? Ouais. Après, je crois que je ne vis que par le rythme intensif. Comme on se disait tout à l'heure, dès que c'est trop ventre mou, dès que je peux voir que, oh tiens, il y a que 2 rendez-vous aujourd'hui. Ah ouais? Tu vois, pour moi, c'est le vertige, quoi. Tu vois, je préfère avoir tout un tas de choses et je crois que je crée même mieux. Les chansons, la créativité s'imbrique beaucoup mieux quand t'es dans le rush. Quand j'ai du rythme, tu vois, parce que tout d'un coup, elle vient voler un moment de ma vie. Elle force le destin entre guillemets, quoi. Cette idée, cette créativité. Ouais. Et alors que avoir rien comme ça et juste se regarder dans le blanc des yeux face à son piano, parfois ça peut être un peu plus difficile d'aller chercher les choses quand il n'y a pas forcément l'élan, une magie, quelque chose, tu vois. Et justement, pour les gens qui nous écoutent, tu vois, même pour moi, je vais te dire, parce qu'en fait, en ce moment, j'essaie d'écrire un truc, genre un petit scénar, une histoire. Et donc, je suis souvent confrontée voilà, je suis chez moi, mon ordinateur, mon truc. Et c'est vrai que ça peut être vertigineux, justement, ce silence, ce temps long. Et comment motiver un peu sa créativité, comment la muscler, la pousser, tu vois? Rencontre, je pense, humaine. Ouais. Je pense que ça, c'est ce qui nourrit beaucoup, en tout cas pour moi. Expérience aussi, faire des expériences de vie. Et une fois que t'es devant... pour moi, je crois. Alors, il y a le travail, forcément. Il y a la réécriture, revenir dessus, laisser digérer les choses et tout. Mais quand même, je crois que le temps aussi, en tout cas, moi, le temps marche beaucoup chez moi. Le temps de, comme je disais, digérer les mots, même si tu as écrit un premier jet ou un second jet sur des chansons, y revenir, laisser le temps qu'elles mûrissent. J'ai l'impression que les chansons font un peu leur vie, un peu, tu vois. Elles ont elles dès le moment où elles sortent de ta bouche et qu'elles sont posées sur le papier, elles mûrissent, elles grandissent, elles évoluent et il y a des mots comme ça qui viennent se remplacer assez automatiquement. Il y a des sens qui se valident et il y a des choses où tu te dis waouh, c'est chaud, ça c'est chaud, je peux pas le sortir, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça s'imbrique comme ça avec le temps, c'est des choses un peu très subjectives, mais quand bien même pour moi c'est l'allié de l'écriture, c'est le temps. Ok. Et là, en ce moment, donc, t'as un rythme très, très tendu. Tu te lèves à quelle heure le matin? Ça dépend. Genre là, ce matin. La vérité? Ouais. Ce matin, je me suis levé à 14h, moi. Ah ouais? Tout tombe. Je viens de me réveiller, en fait. Je viens de me réveiller, grosse journée, là. C'est intense. Non, à quelle heure je me réveille? Ce matin, je me suis réveillé à quelle heure? 8h, 8h30? Ouais, c'est ça. Et t'enchaînes sur quoi? Là, j'ai enchaîné sur des... Est-ce que tu prends des cours de chant, par exemple, tu vois? Alors, les cours de chant, ça arrive en résidence souvent. En fait, j'ai un prof de chant qui s'appelle Damien Silver, qui me suit depuis très longtemps. D'accord. Que j'avais rencontré... quand j'avais 20 ans dans mon école, ma première école de musique. Et il m'a toujours suivi et lui je l'amène de temps en temps sur les résidences justement. Là tu vois, on est en train de préparer la résidence. Les résidences c'est des semaines où tu es dans un endroit avec, là ça va être au Zénith d'Amiens par exemple, et tu testes justement, tu mets en fait tous les pôles, lumière, scénographie, décor, son, tu les réunis et tu fais la semaine pour faire que le show soit foi. Ah ouais, d'accord. Okay. Et donc cette semaine-là, forcément, il y a tous les mouvements directeurs pour mon corps qui me fait bouger,
tout un tas de choses qu'on met dans l'oreille aussi pendant le concert, donc tous les détails pendant tout le concert qu'on écrit. On définit les talks, tout ce que je dis entre les chansons, comment je le dis. J'ai un show très écrit, donc c'est très important de savoir où on va. Et il y a aussi Damien Silver qui vient pour me dire des petits coachings à des moments, genre faut que ici tu respires plus, ici tu vois, voilà. Ok. Et dans des moments comme ça, comme en ce moment qui sont très tendus, est-ce que t'as l'espace de faire la fête quand même? Oui. Ouais. Bah écoute, quand je suis en tournée, non, je fais pas la fête parce que j'ai besoin d'une hygiène de vie. Après, j'étais un gros fêtard jusqu'au Covid, mais le Covid, ça m'a vraiment achevé, quoi. Enfin, ça m'a vraiment achevé, je sais pas, mais ça m'a appris à véritablement savoir vivre, m'accepter en fait beaucoup mieux dans la solitude. Donc aujourd'hui, je suis pas trop dans la recherche ultime de fêtes constantes. Tu vois, j'aime sortir de temps en temps. Une fois par mois, tu vois, mais je suis pas dans la fête comme j'ai été, c'est-à-dire genre 3 fois par semaine. Ouais. Ok. Ouais, j'ai un certain âge maintenant. Arrête, t'as quel âge? 30 T'as 33? 32? On dira 31. Oui. Ah oui. 32, peut-être. Je sais pas. On ne sait plus. C'est Yamoy. Ok. Et est-ce que tu te sens un peu stressé en ce moment avec tout ce rythme-là, ou comment tu gères le stress? Je réponds au stress, je crois, par le travail. Je crois que c'est là. Ce qui vient rassurer mon stress, c'est le travail. Tu vois ce que je veux dire? D'être bien préparé, quoi. Ce qui vient rassurer ma culpabilité, ce qui vient rassurer mon stress, c'est de faire des moodboards. Demande à mes équipes, je fais des moodboards en veux-tu en voilà, où je mets toutes mes idées, où j'essaie de rassembler un peu le désordre intérieur pour tenter d'avoir une vision sur les choses que je vais proposer. Tu fais des moodboards? Énormément. Genre quoi, des images que t'assembles? Oui, alors ça, c'est un peu décrédibiliser non, mais le moodboard. Le moodboard, c'est très sérieux comme truc, bien sûr. C'est très sérieux. Non, mais c'est un journal de bord, quoi, quelque part, avec toutes tes idées. C'est un peu une direction artistique, une direction maître que tu vas donner à tes équipes pour que le projet, la vision du projet aille au plus loin. Donc, pour la scène, j'ai un moodboard qui raconte ce que je veux raconter, les objectifs, la scénographie, pourquoi la scénographie, donc tout ça un peu. Et puis même moi, en les faisant, ça m'aide aussi à rassembler toutes mes idées et à voir plus clair dedans, tu vois. Et tu dis que ce que tu préfères, c'est la scène. Donc l'écriture, c'est quoi? C'est un moment qui est plus dur? L'écriture, ce qui est relou là-dedans, c'est que véritablement, ça vient figer un peu les choses. C'est que je te parlais du temps tout à l'heure. C'est que il y a un texte, alors c'est pour ça que je me rassure en disant que finalement c'est un tatou et puis voilà, ça représente un moment. Mais il y a des textes où je remettrais bien mon nez dedans, tu vois, pour changer des choses, par exemple. Il y a des choses où parfois, soit j'ai pas eu le temps, les chansons n'ont pas eu le temps pour qu'elles grandissent assez. Et donc du coup, figer des choses comme ça en studio, c'est assez stressant. C'est assez, pas stressant, mais c'est un peu... Ouais, c'est... J'aime pas ça. Ouais. Ok. Et après, tu te réamuses sur scène et tu remodifies des trucs et c'est là où ça prend même un peu vie, quoi. C'est que c'est vivant, c'est qu'on partage en direct quelque chose avec les gens qui sont là, il y a un échange direct. Rien n'est figé véritablement, ça bouge, tu vois. Et c'est quoi la plus grosse scène que t'aies faite? J'allais dire l'Accor Arena, mais ça c'est 20 000 personnes. Ouais. Mais il y avait Solidays, je crois qu'il y avait 50 000 personnes. Ouais. Solidays en 2000, je crois que c'était 2021. Ouais. Ou 2022, je sais plus. Solidays, après, c'est un festival, donc c'est vrai que... C'est un festival. Donc t'as ta programmation, c'est incroyable d'y être programmé, mais c'est vrai que quand t'as ton Bercy, quoi... Ouais. Enfin, c'est un délire, quand même. C'est énorme, c'est la première fois. En fait, je vais te dire une anecdote toute bête, mais qui me touche particulièrement, parce que quand j'étais petit, avec ma mère, on avait ma tante qui habitait à Montmartre, et donc de Créteil, on prenait les quais, tout bêtement. Je sais pas s'il y a des banlieusards qui t'écoutent. Je pense, ouais. J'imagine. ouais, c'est sûr. Et donc, on prenait les quais comme ça et on passait devant Bercy, qui s'appelait Bercy à l'époque. Ouais. Et à chaque fois, je regardais cette salle et je disais à ma mère, maman, je te jure, un jour, je jouerai là. Elle me faisait oui. Ah oui. Tu vois, en mode oui, mon petit, oui. C'est ouf. Tu vois, et aujourd'hui, je suis là en mode, j'ai envie, en fait, il faudrait refaire une vidéo, tu vois, où je dis à maman. La vidéo de l'entrée de ton show, en fait. Ici, ouais, c'est ça. C'est énorme. Ouais, donc. Et c'est quand? Le 6 décembre.
Ok, donc... Ouais. Et est-ce que c'est un show que tu vas faire un peu sur mesure pour cette scène-là? Tu vas refaire un peu un show? J'ai une copine qui s'appelle Marie Saint-Filtre qui va faire une tournée des Zéniths. Mais oui. Et qui recrée un show pour les Zéniths, quoi, pour l'occasion. Est-ce sûr. que c'est un peu la même chose que tu fais? On a eu une première tournée. En fait, on tourne avec ce spectacle et cet album depuis janvier. Donc, on a déjà fait 50 dates, tu vois, cette année. Waouh. Et donc, là, on repart en Zénith. Donc, c'est les grands formats. Et oui, je réadapte forcément le show. Les salles sont beaucoup plus grandes. Les salles, il y a beaucoup plus de monde. Donc, forcément, visuellement, ça doit envoyer. Ouais. Après, le petit risque, je donne un petit conseil de professionnels de gens qui font des zéniths et un Accor Arena. Je crois que le risque, c'est de tout chambouler pour le Bercy. Et du coup, tu te retrouves après tes zéniths avec un nouveau truc à Bercy parce que tu as voulu un peu donner plus. Alors que je pense que le plus beau message, c'est d'être hyper rodé à Bercy et d'avoir un show qui est genre pas ultime, quoi. Tu vois, avec tout le chemin que tu as fait avant dans les salles des zéniths. C'est un peu comme, pas une préparation, mais en tout cas, ça donne un peu le ton, tu vois. Et combien ça coûte un show comme ça? Je sais pas, moi j'ai aucun ordre d'idée en fait. Combien ça coûte je sais pas. Pour les gens? Non. Oui, ça coûte. Ça doit coûter, je sais pas. Combien ça coûte pour les gens d'abord? Ça dépend les places où tu prends, ça dépend si tu veux un carré or, voilà. Non, mais combien, enfin, dans les combien ça peut coûter, voilà. Est-ce que tu payes la location par exemple de la salle? Ouais, tu payes toutes les locations des salles. Les Zéniths, en fait, c'est des salles vides. C'est des salles qui ont été construites pour un peu uniformiser les spectacles. Je crois que faudra vérifier, mais c'est dans les années 70-80, dans les grands ensembles de la création de ces choses-là. Et donc, ça a été pour uniformiser un peu tous les spectacles et avoir une salle modèle, une salle type, si tu veux, pour que les artistes puissent créer leur show dans des salles qui se ressemblent partout où on va en France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai que quand tu fais des zéniths, en fait, tu te poses la question de qui a créé les zéniths, en fait. Mais si tu fais pas les zéniths, tu te poses pas ce genre de questions. C'est un mouvement de façon de penser, en fait. Non, mais complètement, bien sûr. Et donc, du coup, c'est des salles vides et tu peux en faire ce que tu veux à l'intérieur, tu vois. Il y en a partout en France. On croit qu'il y en a 4 ou 5, mais en fait, il y en a 80. Ah ouais? Ouais, il y en a partout. Okay, et dans chaque ville plus ou moins importante en taille d'habitants, il y a un zénith. Et donc, du coup, voilà, c'est des salles très modulables. Tu peux les manier dans tous les sens. Tu peux bouger les gradins comme tu le souhaites. Et c'est toi qui amènes tout. Du son, des enceintes, des rideaux. Ils te payent même pas les rideaux. Ah ouais? T'amènes tes rideaux. Ça, j'ai halluciné, tu vois. Ça, c'est la chose. Genre, frère, paye Attends, tes mais rideaux quand même. Les rideaux, genre, qui sont derrière en mode. Oui, les rideaux noirs. Non, mais les rideaux basiques de théâtre, quoi. Le fond, quoi, en fait. Pas le fond de la scène. Il y a juste une maudite scène comme ça en bois. Et sinon, c'est vide. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, donc tu recrées tout, c'est-à-dire du sol au plafond? Tout. Attends, et d'ailleurs, toute cette affaire de publicité, etc., c'est ton idée, ça vient de toi? Ouais, les scénographies, souvent, c'est moi. Ah ouais. J'aime tellement créer imaginer des scénos que carrément. Là, on a même une voiture. En fait, c'est chambé, tu vois. Bah déjà le clip Urgence 911 là. Mais là, attends. Le clip, il est ouf. Ni une ni deux, je t'emmène dans mon univers. Allez, vas-y. Il y a une voiture. Au début, le show commence noir. Il y a une voiture crachée du coup sur le bord de Seine. Je sors de cette voiture qui est enfumée. Nuit noire avec les phares et tout, tu peux imaginer. Je vais derrière, j'ouvre le coffre de la voiture et attention, mesdames et messieurs, c'est un piano. C'est un piano voiture. Énorme. Ah ouais, c'est génial. Mon piano Incroyable. est une voiture crachée. Ouais. Ça, c'est le début du show. C'est l'ouverture. Et après, il y a le panneau publicitaire qui s'allume. Je viens au show. Enfin, on s'arrange juste après cette interview. Donc, on parlait des billets tout à l'heure, du coup, les tickets. Non, on parlait de combien coûtait le show, mais si tu veux venir, je te dirai les prix. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Et donc le thème de l'album, c'est donc crash-cœur, le cœur, l'amour. Est-ce que le cœur résiste à tout ça? On avait fait une interview coming out ensemble, donc où tu racontais la naissance, je dirais, de ton homosexualité, la direction que prenait ton orientation sexuelle. Comment ça se passe aujourd'hui, que t'es plus âgé, que t'as beaucoup plus de recul sur le sujet? Je trouve que, en fait, coming out, c'est marrant parce que tu disais, quand on rend un album, on fige les choses dans le temps. Et ce podcast qu'on a fait ensemble, ça figeait aussi quelque part notre vision de voir les choses sur notre homosexualité, notre orientation sexuelle dans le temps. Mais je trouve qu'elle est sans cesse en mouvement.
quel regard aujourd'hui tu as sur... En fait, comment va ton cœur? C'est ça que j'ai envie de te poser comme question. Ça va, merci. Ouais. Oui, je suis aujourd'hui très bien accompagné, on va dire ça, tu vois. Je suis très bien entouré. C'est important pour moi d'avoir cette stabilité-là. Tu sais quoi, je vais te parler de moi. Comme ça va être... Voilà. Comme ça, parce que j'ai besoin de parler de moi, J'en étais sûr qu'en fait, cette question, elle t'aidait. Tu te disais à toi-même, comment va le cœur, Julien? Comment va ton cœur? Bah, c'est exactement la question que je me pose en ce moment, tu vois. Et là, j'ai 31 ans. Donc, j'ai 10 ans, on va dire, de carrière dans l'homosexualité, tu vois. Et donc... 10 ans d'expérience. J'ai 10 ans de carrière, les gars. D'ailleurs, on va fêter mes 10 ans de carrière. J'ai 10 ans d'expérience. Et en fait, le temps, tu parlais du temps tout à l'heure, le temps, c'est vraiment un vrai ami, quoi, un vrai copain dans ce sujet-là. Et ça va beaucoup mieux, quoi. Ça va beaucoup mieux que quand j'ai fait mon coming out quand j'avais 20 ans, que j'étais pas sûre de moi, que je savais pas comment faire, que... Forcément. Tu vois? Ah oui, dans ce sens-là. Ouais. Moi aussi. Si tu veux, moi aujourd'hui, la sexualité n'est plus trop un sujet, quoi. Je l'ai tellement déballé sur mon premier album. Ouais. J'en ai tellement parlé, enfin, j'ai l'impression que tout le monde, enfin, on m'a martelé le fait que voilà, c'était lié à moi, tu vois. Aujourd'hui, j'essaie de surpasser ça, sans l'oublier, parce que c'est ce que je suis, mais de pas en faire juste seulement le truc, tu vois. On est beaucoup plus complexe que ça, on n'est pas que ça. On est tout un tas de choses en tant qu'humain, et donc pour moi, c'était ultra important aussi de montrer que, bah, tu vois, c'est un album qui parle aussi de quête de soi, d'amour, qui parle de stabilité émotionnelle, beaucoup. Et donc, pour moi, c'était important aussi de pouvoir le laisser ouvert, cet album. C'est que, homme ou femme, gay ou hétéro, on puisse s'identifier à ce genre de texte, quand bien même... c'est un homme gay qui l'a écrit, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On a été référencé et influencé constamment par des films écrits par des hétérosexuels et par des histoires hétérosexuelles, et ça nous a pas empêché de rêver, tu vois, et d'y croire. Je crois que aujourd'hui, l'album, quand bien même écrit par moi, peut faire rêver et peut faire toucher énormément de monde, peu importe leur sexualité et tout un tas de choses. Complètement. Donc pour moi, c'est une chose aujourd'hui où j'ai l'impression d'en être... je suis moins dans ce brouillard-là de quête de direction sexuelle, en tout cas. Je suis très OK. Je l'ai très vite été, mais plus tu vieillis, plus aussi t'es moins en bataille avec ce genre de choses. Mais je sais que c'est pas le cas pour plein d'adolescents encore, par exemple. Ouais, c'est clair. Il y a encore beaucoup de choses à faire, forcément, et beaucoup de projets artistiques à mener pour incarner justement ça. Et en fait, tu vois, là, ce podcast, il est généraliste, c'est-à-dire que je reçois toutes les semaines des artistes, mais aussi des politiques, des spécialistes de sujets. Vraiment, le casting est très divers, alors que j'ai commencé avec un sujet qui s'appelait Coming Out, quoi, que c'était vraiment... le sujet, c'est ça qui m'intéressait. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller forcément ailleurs, quoi. J'ai envie que ma carrière médiatique, elle soit transverse. Bien sûr. Et mais c'était important de le faire aussi. Bien sûr. Et à des moments, c'était assez lourd aussi à porter. Enfin, pour ma part, je sais pas pour toi, mais ce rôle un peu d'incarner en fait, la fille lesbienne qui s'assume et qui a envie de montrer que le bonheur c'est possible et que la vie peut être trop cool, Bien etc. sûr. Ça a été à un moment un peu lourd à porter sur mes petites épaules. Carrément. Je crois pour tous les gens qui ont décidé de l'assumer publiquement, c'est lourd à porter à certains moments. On n'est jamais le bon gay pour certains, on est toujours trop gay pour d'autres. Il y a toujours ces questions d'équilibrage, de sensibilité de chacun. Donc moi, c'est des choses aujourd'hui que j'ai l'impression de mettre un peu à distance, en tout cas. Je l'ai tellement matérialisé en un album, si tu veux. Je l'ai tellement écrit, j'en ai tellement parlé que aujourd'hui. Alors je sais qu'on n'est pas, attention, hein, je mets un bémol, je sais qu'on n'est pas encore dans un monde où c'est totalement ok pour tout le monde, et je sais qu'il y en a qui luttent énormément encore. Encore une fois, j'étais en lien avec l'association du refuge où j'invite par exemple pas mal de jeunes dans toute la France à venir dans les zéniths à chaque fois que je fais des zéniths, pour s'ils veulent venir voir un concert gratuitement, ils peuvent le venir, enfin ils peuvent venir le voir, pardon. Donc
je sais qu'il y a énormément de travail à faire au global, mais en tout cas, moi, je me sens totalement, comment te dire, euh, ok aujourd'hui avec le sujet. En tout cas, je suis apaisé. Mon cœur est apaisé vis-à-vis de ce sujet. Mais je me permets de te reparler de ça parce que je trouve que comme je te suis depuis toujours et qu'on se suit, etc., et que tu as participé à un projet qui m'était très cher, c'est bien aussi d'en reparler, de refaire un point et j'apprécie. Enfin, merci beaucoup pour tes réponses. Et là, je trouve que ça fait donc combien de temps qu'on a fait coming out? Je pense 5 ans. Donc, tu as pris beaucoup en notoriété. Ouais. La célébrité, ça change beaucoup de choses, je pense. Ça a changé quoi dans ton rapport peut-être aux autres et dans ton rapport peut-être même à la séduction, à la rencontre des autres. Enfin, j'imagine, et à une moindre échelle, je vis ça aussi. Comment on gère les personnes qui peuvent être intéressées, tu vois? Comment on fait le tri, quoi? Bon, on fait plus le tri, on en prend un seul, puis on ferme la porte. Comment te dire? Moi, je crois que la célébrité, la notoriété m'a vachement introverti, je crois. Je crois on parlait tout à l'heure de ça, par pudeur, j'avais besoin de j'avais cette urgence de garder mon intime près de moi, quoi. Donc, je me suis vraiment rallié à mes amis. J'ai vachement capitalisé, entre guillemets, pas capitalisé, mais en tout cas endurci mes relations avec tous mes amis que j'avais de longue date pour que je sois un peu rassuré dans ce monde un peu beaucoup plus comment dire, léger, on va dire, avec des mots un peu doux, de venir trop m'encombrer, me prendre trop de place, tu vois. Donc parce que ça a pris de la place à un moment. Ouais, mais comme tout, comme changement de modèle, comme changement de vie, forcément, il y a des choses où on n'est plus trop dans le même réel que tout le monde, et ça, j'essaie de m'en rendre compte au quotidien. Les regards au quotidien des gens, même si c'est bienveillant, en fait, tu vas acheter ton pain, tu vas à ta salle de sport, les gens te voient, les gens te sourient, les gens savent que t'es là, tu vois. Et donc en fait, ça change ton mindset général, tu vois. Ça change, toi, ta perception du monde extérieur. Et parfois, t'as pas envie de sortir parce que t'as juste pas envie d'assumer ces regards, t'as la flemme, ou t'es pas dans un bon mood aussi. Tu vois, on parlait tout à l'heure des bas avec une confiance en soi proche de 0. Eh ben, t'as pas envie d'avoir alors, je t'ai vu à la télé. Tu vois, oui, merci. Tu vois. Mais bon, je sais que c'est pas malveillant, mais quand bien même, c'est juste des choses à gérer. Tu vois, j'ai la chance d'avoir une casquette souvent, et franchement. La casquette, c'est mon plus bel allié dans la rue aujourd'hui. Ok, d'accord. Si tu vois quelque chose comme ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. À beaucoup de moments, c'est que tu vois, c'est dès que je vois des gens qui potentiellement m'ont capté de loin. En fait, tu deviens un peu parano parfois aussi, tu vois. C'est un peu le truc de qui m'a reconnu, qui m'a pas reconnu. Est-ce que ça va embrayer sur un sourire? Est-ce que ça va pas embrayer sur un sourire? Est-ce que lui, il s'en fout? Putain, lui, il s'en fout, tu vois. Ah oui, bah oui. Bien sûr. Tu vois. Et du donc, coup, on a envie d'en savoir plus, quoi. Donc, ou pas, mais oui. Ça devient, parfois, ça prend beaucoup plus de place que tu ne le souhaites. Et c'est ça la chose que moi, j'essaie de gérer au maximum. C'est laisser bien ça dans un endroit particulier, tu vois. Ne pas que ça soit envahissant dans toute ma vie et que ça le soit trop. Je pense être dans une... Voilà, de garder une vie, j'ai envie de dire normale, mais en tout cas en quotidien. Qui se rapproche le plus de... Voilà, qui se rapproche, voilà. Et pour moi, c'est important. Ça va dans toute la sainteté, je sais pas, ma santé mentale en tout cas, qu'elle soit la plus stable possible. Ça gagne en ça. Okay. Et je veux pas que ça soit envahissant, c'est tout. Et comment tu gères concrètement... Mais après... Entre toi et moi, j'adore ça aussi. Bien sûr. J'en fais mon métier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je serais quand même dégoûté que je me donne autant de mal depuis 20 ans que j'ai envie de faire ce métier, ma passion. Ça me ferait chier qu'aujourd'hui, personne n'entende mes messages. Personne ne capte ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je fais ce métier aussi pour être entendu. J'ai envie de faire passer des messages par ma musique,
par ce que je crée, et pour moi c'est important que ça soit reçu Bien sûr. par des gens. Donc c'est ce qui va avec, et donc voilà, en fait il y a un aspect un peu paradoxal là-dedans, c'est que je veux pas que ça soit envahissant, certes, je veux le garder, je veux le contrôler, mais quand même, quand il n'y en a plus, bah, il faut quand même que ça puisse me faire continuer ce métier. Et quand tu étais ado, est-ce que tu rêvais de popularité comme ça, d'être un artiste hyper populaire J'étais Britney Spears. Ouais. Bah ouais. Non mais c'est cool de l'entendre ça, de l'entendre de quelqu'un qui l'assume. Enfin, moi, pareil, tu vois. Genre... ouais, j'ai toujours. En tout cas, je savais que je voulais être entendu. Je savais que je voulais me mettre en scène, et je savais que j'avais besoin d'un retour, d'un accueil. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je savais que je ferais pas ça toute ma vie pour mes parents dans ma chambre, tu vois. Ça me ferait chier, tu vois. Imagine. Ça peut être un Genre, mood voilà, aussi. ils sont là. 30 ans de carrière, et dit 30 ans, et ils sont là. 2 spectateurs. 2 spectateurs. Énorme. Non, ça me ferait chier. Ouais. Alors et c'est là où on a énormément de chance de pouvoir vivre de notre passion en vrai, tu vois. Parce que quand tu vois la quantité de gens, quand tu discutes avec les gars des plateformes et tout, la quantité de gens qui sortent des projets. Tous les vendredis, il y a un tas de nouveaux projets. Il y a des nouvelles têtes qui sortent tous les jours, tu vois. Et cette réalité, c'est là où on se parlait du jamais assez et tout. Faut aussi savoir kiffer que, regardez, putain, il y a ça aussi qui est positif, quoi. T'as réussi tu fais des zéniths, tu fais l'Accor Arena, profite de ça, putain. Et arrête d'aller chercher trop longtemps, tout le temps. Tu vois. Toi, tu vas chercher trop tout le temps, trop longtemps. C'est ma vie, tu vois. Ouais. Jamais, on en parlait, jamais satisfait. Donc, il faut toujours pas assez, quoi. Et cette sortie hebdomadaire tous les vendredis, des nouvelles têtes, etc., ça t'inspire, ça te fait peur, comment tu... Non, ça me fait pas peur. Ouais. Non. Non, mais parce que la musique, c'est un milieu concurrentiel de fou et tout, mais ouais. Non, mais il y a des énormes talents qui arrivent. Tu vois, par exemple, là, en première partie de festival, j'invite 3 artistes que j'adore. Qui? Yoa. Ouais. Yoa, une petite... très stylée, ouais. Très stylée, qui a fait un Colors récemment. Ouais, grave. Qui me touche particulièrement. Elle a des chansons aussi très politiques, sociales, sur des sujets très contemporains. Elle me touche énormément. Claude aussi, un gars qui s'appelle Claude, qui fait de la musique chanson française, électronique, très très beau, avec des très très belles envolées en mélodie et tout, hyper beau. Et Liv Oldman aussi. Liv Oldman, qui est un gars que j'adore particulièrement, très tendu, acharné, frontal, brut dans sa musique. Et ces 3 artistes, tu vois, que je kiffe, qui sont un peu là en ce moment, qu'on entend un peu exploser à droite et à gauche. Ouais. Et tu vois, je suis trop content de pouvoir leur donner un peu de mon pain. T'avais fait des premières parties, toi? Comment? T'avais fait des grosses premières parties comme ça? En vrai, 2016, Julien Doré, à l'époque, m'avait invité à son premier Accor Arena. Ok. Ouais. Cohérent de ouf. J'étais comme ça. Ah là là. Ouais. Ah ouais. C'était le début pour moi, j'avais rien sorti encore, ou j'avais sorti que Kid, un truc comme ça, et je sais plus, on reçoit genre Julien Doré adore, il te veut en première partie de Bercy. Je fais attends 2 minutes les gars là, on va se calmer tout le monde là, tu vois. Bah ouais. Quoi? Tu vois, à peine mis le pied que, tu vois, j'étais vraiment en feu. J'avoue. Ouais. Et là maintenant, voilà, c'est et tu vois, il y a un peu un truc en mode voilà, il faut, j'invente rien, c'est les premières parties, mais j'avais envie aussi de me dire tiens, peut-être que je vais donner de la force à un nouvel artiste qui aussi comme moi dans 4-5 ans la force, va pouvoir faire l'Accor Arena derrière, et c'est chambé quoi, tu vois. Et puis je trouve qu'aujourd'hui mais bon, il y a 6 ans, 7 ans, quand c'était il y a 7 ans que tu as fait. Ouais, 7 ans. Bon, évidemment, il y avait déjà les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, tu fais un Bercy ou un Zénith. Enfin, t'as du contenu dans tous les sens à poster, et ta communauté le voit, et tu peux vraiment transformer cette expérience-là en un truc encore plus dingue que ce que ça ne l'est déjà. Carrément. Et ouais, les réseaux sociaux, c'est un... Toi, t'as vraiment... Je trouve que t'as démarré à un moment où les réseaux sociaux, c'était genre déjà un énorme... Enfin, c'était énorme, mais aujourd'hui, c'est... T'as quel rapport aux réseaux sociaux dans la gestion de ton image ? Est-ce que c'est genre un truc qui te prend
assez la tête parce que ça doit être très présent, enfin, ou alors c'est plus organique Non. C'est Non. réfléchi. C'est pas organique. Non, C'est pas organique de toute façon les réseaux sociaux. Donc non, je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, donc bien évidemment les réseaux ça va avec, c'est de l'image, hein. Donc on contrôle ce qu'on met. De moins en moins j'ai envie de m'étendre sur ma pomme que j'ai mangée à midi ou le plat de pâtes délicieux en Italie, tu vois, ça me fait un peu chier, je t'avoue. En fait, j'aime pas voir ce contenu-là des gens en général, donc on est rentré dans un truc, je trouve ça fou, quoi. C'est que tout le monde pense que son micro-activité, alors peut-être qu'il y en a qui le font, sa micro-activité quotidienne va intéresser tout le monde, quoi. Bien sûr. Genre, et c'est OK pour tout le monde, quoi. Et ça me rend ouf. Je m'en bats les couilles de ton steak tartare, tu vois, à midi au flore. Je m'en tape, tu vois. Et, ou qu'il pleuve. Oui, je sais qu'il pleut. Oui, il pleut, voilà. Je le vis aussi. Excuse-moi, c'est mon coup de gueule. Donc j'essaie de ça reste un objet pro pour moi, c'est un moment où je raconte un peu ce que je fais dans ma carrière, quoi. Voilà, donc les gros moments, les sorties, l'image, beaucoup, voilà. Mais j'essaie pareil. J'essaie que ce soit pas envahissant. Mais c'est vrai que non mais t'es pas, enfin t'es présent bien sûr, tu communiques beaucoup sur ce que tu fais et tout, mais c'est vrai que tu te protèges vachement. Ouais. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose de peut-être générationnel, mais le direct, genre parler en front de caméra. Ouais, salut! Ça va? Alors aujourd'hui, j'ai sorti. Wow, ça pour moi, tu vois, je fais 1000 essais, quoi. Tu vois, ma photothèque, c'est que des vidéos ratées de salut! Non. Salut salut, tu vois, tu sais jamais comment le alors prendre. Alors que le salut devant 20 000 personnes au Solidays, tu le fais ici. Mais j'ai pas de souci à ça, parce que comment te dire... Bah oui, non, mais c'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Sur Internet, il y a un truc un peu... je sais pas comment dire. C'est pas pareil, c'est pas le même geste pour moi. Oui, dans la scène, est-ce que c'est envahissant, tous ces téléphones braqués sur toi? Ou ces flashs? Écoute, je vais te dire un truc. J'ai de la chance, et là j'embrasse tous les gens qui me suivent depuis bientôt 10 ans. J'ai la chance d'avoir un public très très respectueux de la zone des concerts. C'est que, alors oui, il y a des téléphones, mais c'est pas genre... Là, j'ai vu une vidéo passer de Jossman, par exemple, tu vois. Je regardais son entrée à l'Accor Arena là, sur France TV qui vient de sortir. La marée de genre... Et en fait, je capte pas, quoi. Pareil, je capte pas. Mais c'est peut-être générationnel, hein. Peut-être je suis passé pour un homme âgé, là, maintenant, de 80 ans. Mais je crois que les gens qui me suivent, en tout cas depuis longtemps, ou en tout cas qui me suivent, sont très sensibles au texte. En tout cas, c'est, je crois, le plus gros lien que je fais. Et du coup, il y a une écoute quand même particulière et très importante. Je dis pas que les autres écoutent pas. Je dis simplement que il y a d'autres priorités dans d'autres concerts, là où dans le mien il y a une qualité particulière d'écoute et de visuel. Alors oui, il y a des téléphones, mais c'est pas constant, c'est pas par milliards, pas tout le monde a son téléphone. Je crois qu'on est plus pour kiffer le moment ensemble. Et d'ailleurs, je reçois énormément de messages et j'embrasse d'ailleurs ces gens qui le disent, parce que ça fait à chaque fois hyper plaisir. C'est que il y a plein de gens qui viennent tout seuls en concert, parfois à mes concerts, parce que soit ils ont leurs amis qui me détestent, ou soit ils n'ont pas trouvé de gens qui pouvaient les accompagner, leurs parents, quoi. Donc ils décident, ils font le pas d'aller tout seuls au concert, et ils me disent que c'est leur plus beau moment de leur vie, parce qu'ils ont osé déjà passer cette étape, et que mon public était d'une safe place totale, tu vois. Et donc ils se sont sentis hyper en adéquation avec les gens autour, que les gens les ont vachement bien accueillis et vachement protégés, même s'ils étaient seuls. Il y en a certains et certaines qui se sont fait des amis en concert. Génial. Et franchement, de voir ça et de pouvoir lire ça, j'ai jamais pu le dire véritablement. Et tu vois, c'est là où je devrais faire une vidéo front de caméra. Au fait, salut, j'aimerais vous dire. Mais véritablement, tu vois, c'est des choses qui dépassent la vidéo sur Insta, la vidéo sur TikTok. Tu vois,
Voilà, c'est vraiment ces moments de partage et je crois que le spectacle est l'aboutissement de ça, quoi. Pour moi, c'est le plus important. J'espère pouvoir, tu vois, même si mes albums sont flingués après et que ça fait plus de chiffres, j'espère pouvoir faire du live toute ma vie, tu vois. De ouf. Et tourner avec mes 3 premiers albums. Grave. Parce que c'est là où ça vit et c'est là où on partage le plus. Et j'ai envie de te poser une question par rapport à ta confiance en toi. Comment tu gères ta confiance en toi? Bonne question. Julia, t'as combien de temps? Écoute, moi ça va, hein, j'ai le time. Ouais. Ma confiance en moi, je la gère variablement. Ça va avec la gestion. Vu qu'on fait des métiers quand même où le moi est très présent, tu vois. Donc, je me lève, je vais parler de moi, je vais écrire une chanson à propos de moi. Tu vois, il y a beaucoup de moi, tu vois. Donc parfois il faut se sortir et il y a des jours où le moi il est au plus bas, tu vois. Donc écoute, ça c'est un gros point d'interrogation. Je te répondrai peut-être au 3e podcast une prochaine fois. C'est des moments difficiles à gérer, pas évidents, et je crois que pour personne, et ce qui est le plus déstabilisant, et je crois que moi on nous le dit depuis très longtemps, mais je crois que le plus déstabilisant, c'est de voir que même quand tu accomplis beaucoup de choses qui te faisaient rêver étant petit, même quand tu vois que tu fais le métier de ta passion, ton métier, et que quand bien même, tu as toujours certaines problématiques liées à toi ou de confiance personnelle qui te restent, ça, tu te dis merde, quoi. Enfin, tu pensais que ça pouvait régler et t'ensoleiller tout ton futur. En tout cas, ça serait la réponse à tes problèmes. Et quand ça ne l'est pas totalement, tu te dis merde, en fait, le travail, il est plus long. Et c'est exactement ce à quoi je suis en train de répondre en ce moment, quoi. Et ça, c'est par rapport à toi. Est-ce que parfois tu doutes de ta carrière, de ton talent, de ce que tu fais, quoi? Putain, c'est une introspection ici. Ah oui. Moi, je te dis, merci, putain, j'avais pas de psy cette semaine. Je pose des questions aux gens que je me pose à moi dans ma vie. Genre. Est-ce que, pardon, la question? Tu vois, là, tu parles de toi, etc. Tes gestions internes de est-ce que j'ai confiance en moi ou pas, mais est-ce que parfois, mais c'est la même question en réalité, mais est-ce que parfois tu doutes de toi, quoi, de toi en tant qu'artiste, en tant que... Forcément, mais tout le temps. Et puis, tout le monde, tu vois, à tout niveau. Même Beyoncé dit qu'elle doute à chaque album, tu vois. Ce serait bien qu'elle nous le dise quand même parfois, qu'elle doute d'elle-même. Je crois qu'elle le dit, qu'à chaque album, c'est un vertige, tu vois. Il y a énormément, ça fait partie du métier. On se met tellement à nu à chaque album, on montre tellement, on raconte tellement que forcément le doute est là. Forcément, on ne sait pas comment ça va être reçu, forcément, on ne sait pas. Et puis il y a une réalité, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de propositions en tout genre, en tout style, dans la musique elle-même, que pour sortir du lot, c'est très difficile aussi, tu vois. Donc, il y a cette réalité-là et forcément, tu vois d'autres artistes, tu essayes comment te sortir du lot, comment raconter les bonnes choses, comment être le plus sensible. En fait, c'est tellement sensible, tellement intime que forcément, c'est vertigineux, quoi. On met tout notre temps à ça, à l'ouvrage, tu vois. Et toi, tu sors du lot de ouf. Et non, c'est pas une question, c'est une affirmation. mais en fait, tout bêtement, j'y travaille énormément aussi. J'ai énormément travaillé pour que mon atypie, entre guillemets, ma spécificité vocale, ma spécificité textuelle, ma spécificité même physique, soit un atout. Tu vois ce que je veux dire? Et là où à la cour de récré, ça pouvait être un fardeau, plus j'en ai fait de la musique, des albums, et plus je me suis raconté avec ça, plus aujourd'hui ça m'a différencié, et je remercie la planète entière de m'avoir fait avec autant de spécificité. Tu vois ce que je veux dire? Avec autant de différences. Aujourd'hui, j'en suis ravi, tu vois. C'est charmé. Enfin, j'adore ce que tu dis. Là, donc ce que je voulais te dire, c'est que tu sors du lot artistiquement, mais t'es sorti d'un autre lot.
T'es sorti d'un lot plus commercial, c'est-à-dire que t'es passé en indépendant. Ah oui. Ok, ouais, mes transitions elles sont hasardeuses, mais je sais pas, dans ma tête c'était clair, mais c'est sorti comme ça, tu vois. Oui, t'es passé en indépendant. Ouais. Pourquoi ? Est-ce que. Non, ma question c'est plutôt. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que tu peux ? C'est-à-dire, c'est que tu arrives à un succès où tu peux carrément passer en indépendant, tout contrôler, du coup gagner plus d'argent, j'imagine. Enfin, pourquoi tu passes en indépendant ? Ça se trouve, c'est pas du tout à cause de ça ou j'en sais rien, tu vois. C'est ce que je me dis, je mais. Je dirais pas que c'est le premier. Ouais. Bah, j'imagine, mais. Non, ouais. pourquoi je passe en indépendant ? En fait, naturellement, en fait, je vais te dire un truc assez naturellement. J'ai été avec une équipe qui m'a beaucoup aidé à passer des steps dans ma carrière. C'était une équipe qui s'appelait Initial. Une équipe, certes chez Universal, un label, mais je dirais qu'ils avaient quand même une façon de penser assez indépendante dans leur mindset général. C'est-à-dire que ils voulaient un peu sortir des sentiers battus pour amener des artistes ailleurs, avec une vision quand même assez originale de comment développer un artiste. Donc ça, j'ai eu la chance de les rencontrer. Il se trouve que après le deuxième album, qui était pour moi la fin de mon contrat, ça a un peu terminé notre histoire ici. Eux sont partis, ont quitté cette histoire-là du label qu'ils avaient créé. Et moi, au même moment, je me suis dit, je vais pas continuer dans un label où il restera que les bribes ou comment dire, les restes, entre guillemets, de ce qu'ils avaient créé, tu vois, avec même plus les créateurs premiers, avec même plus le même souffle du début. Donc, je me suis dit, maintenant, il faut aussi que moi, je crée mon propre souffle. J'ai fait le tour des petites popotes parisiennes pour voir un peu ce qu'on me proposait. Et je me suis dit, waouh, c'est pas la grosse éclate en fait dans les labels en France. Non, en fait, tu sais, c'est une vision quand même, ce qu'on doit te proposer. C'est des gens qui ont faim, en tout cas, si tu te mets en contrat d'artiste, c'est des gens qui doivent te défendre corps et âme, tu vois. Et vu que moi, j'étais pas un projet bébé, c'est-à-dire en développement où ils pouvaient tout mettre en moi, il fallait qu'on ait une vraie connexion, une vraie vision commune. Où est-ce qu'on voulait amener l'album ? La suite. N'ayant pas ça, et n'ayant pas trouvé ça de la meilleure des manières, je me suis dit, écoute, en fait, le meilleur producteur de label qu'il soit, ça ne peut être que représenté par toi. Bien sûr. Aujourd'hui, tu as en tout cas la possibilité de le faire. Donc je me suis dit, let's go, crois-y, tu as les armes, tu as ta direction, tu sais ce que tu veux aujourd'hui, donc let's go. Et ça, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que tu es en mode on se fait chier, tu dis ? Non, on te fait moins chier. Ah, on te fait moins chier, ouais. Bah oui. Oui, non mais. Est-ce que tu es en mode c'est moi le patron maintenant, je suis mon propre patron, j'ai ma propre casquette de patron. Oui. Non, mais j'arrive dans les bureaux, tout le monde tout le monde fait. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Comment je fonctionne ? Qu'est-ce que ça change véritablement ? Je pense que dans les pouvoirs de décision, ça change, tu vois, déjà. Dans le fait que si tu as vraiment envie de raconter ça, par exemple, si ma scénographie, tu sais, je te parlais de moodboard tout à l'heure, si les moodboards, par exemple, ne plaisaient pas à un du label avant, ils avaient le droit de me dire, mon petit gars, on n'aime pas ton histoire, quoi. Elle est nulle ton histoire, tu vois. Et moi aujourd'hui, T'as le fin mot. J'ai le fin mot, exactement, donc ça change véritablement ça. Et t'as des directeurs artistiques quand même ? Après, on peut s'entourer de gens avec qui, en freelance, mais ce que tu veux, ce qui est agréable avec des gens de l'extérieur, c'est que du coup, tu les appelles pour des missions, tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, il y a un échange avec ces gens véritablement sur un projet de eux, où est-ce qu'ils vont pouvoir t'amener. Toi, tu leur dis, j'aimerais un truc comme ça. Et eux, ils vont te répondre assez directement, sans venir bâcler ce que toi, tu leur proposes, mais juste en venant additionner leur pouvoir à eux, quoi, tu vois, leur expertise, entre guillemets. Et là, c'est que sur enfin, je veux dire, c'est le premier album où tu es en indépendant. D'ailleurs, on dit indépendant, mais c'est-à-dire indépendant de maison de disques. Pas vraiment de maison de disques, d'ailleurs. Plus de label, en fait. Ouais, en fait, c'est quand tu crées ton propre label. Et ce qui est agréable, en fait, là-dedans, c'est que du coup, tu parlais d'argent tout à l'heure, mais c'est de récupérer aussi toutes tes bandes en master. Donc, en fait, tes chansons, elles sont plus à Universal, elles sont à toi, sous ton nom. Tu récupères beaucoup plus, en fait, de droits sur ton bien, en fait, sur ce que tu as créé. Ouais, c'est clair.
Ok. Et tu te sens mieux? Enfin, c'est cool. Écoute, ouais, je me sens mieux, en tout cas, est-ce que je me sens mieux? Oui, je me sens mieux, je me sens plus libre. Et tu sais quoi? Ça vient réanimer en moi quelque chose un peu d'une flamme, d'une niaque, tu vois. Ok. Bah parce que en label, parfois, avec des gens qui te disent faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah, t'as la tendance potentiellement à un peu vu qu'ils te paternalisent énormément, un peu en mode bon, bah. Ok, ça va suivre, ils vont gérer ma carrière, tu vois. Tu t'endors un peu. Ah oui, vois. là, t'es Et au cœur du réacteur. Tu vois, on parlait de collaborateurs, relancer un peu toutes les équipes autour de toi. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment on peut améliorer ça? Où est-ce qu'on... Enfin, tu vois, c'est vraiment un des chefs de poste un peu qui doit dynamiser constamment tous les gens avec qui on travaille, les collaborateurs, pour amener au mieux et au plus loin la carrière que j'ai commencée. Et tu vas produire des gens? Alors écoute, j'en suis pas encore là, mais peut-être que je mettrai un jour la casquette de producteur. J'ai produit un groupe de superstars, popstars. Bien sûr, évidemment, oui. Alors, on pouvait pas parler de tout, donc c'est vrai que... Voilà. J'ai produit les Sora, ouais. bien évidemment. Non, je les produis pas en vrai, mais je les ai accompagnés. Trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas encore mis la casquette de producteur parce que je pense que c'est vraiment un taf et je pense qu'il faut avoir le temps et l'espace pour le faire aussi. Là, je suis très focus encore sur la tournée surtout. Donc, je vais attendre que déjà ça se tasse pour un peu ouvrir. Ouais. Et Popstar, c'était cool? Grave cool, écoute, j'en mets l'expérience. Ouais. Carrément. Ouais, drôle. C'était super. T'as regardé? Bah, bien sûr, j'ai regardé. Ouais, très drôle. Louane. Le sang, ouais, bien Louane, j'adore. Mais attends, quand t'es à la place des coachs, enfin, enfin, vous êtes quoi? Vous êtes jury ou coach? Jury, voilà. Ouais. Exactement. Quand t'es à la place, alors que c'est une émission emblématique qu'on a regardée quand on était jeune, qui était complètement ouf, enfin, ça a dû être une sensation quand même vraiment sympa, non? À faire. Ouais, franchement, ouais, c'est drôle à faire. Je me suis vraiment pris au jeu. C'est assez drôle. En fait, tu te rends pas compte, mais t'as la vie de certaines personnes entre tes mains, quoi, tu vois. Les gens, ils ont tellement envie de passer un step grâce à l'émission, tu vois, que tu sens qu'ils sont sensibles, fragiles, et du coup, il faut vraiment faire attention à ça, quoi, rester bienveillant avec ça. Et ok, donc là, tu nous as parlé de pas mal je pense, de cases que tu as cochées dans tes rêves. Et c'est quoi ton rêve aujourd'hui? J'aime ce silence. Je crois que j'en ai fait beaucoup en vrai. J'en ai plus. Allez, bye. Et bah écoute, ce sera l'objet peut-être d'un nouveau podcast, j'en sais rien. Exactement. Ok, bon. On se retrouve pour le rêve. Tu recherches un rêve et puis on se refait un podcast. Non, mais véritablement, je préfère que tu gardes ce silence parce que ouais. J'avais des rêves plein la tête, c'est de vivre déjà de la musique. Après, on peut aller encore plus loin, tu vois. Une carrière dans le cinéma, qu'elle soit la plus grande possible, tu vois. Je commence bientôt, donc... Ah ouais? Ouais, il y a des projets l'année prochaine, donc... Trop bien. Donc ça, je suis très content. Ouais. Ok, ça me va. Voilà. J'aime beaucoup. Merci mon chéri. Merci beaucoup. Je suis heureuse. Moi aussi, très heureuse. Je suis très heureuse de cette interview. Merci pour cette introspection de 1h30. C'est agréable. Ouais. On kiffe. On kiffe. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Ah non, pardon, excusez-moi, on a oublié le vinyle. Enfin. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.